Bonjour, c'est Claire Damagriffart. Comment allez-vous aujourd'hui? Je suis ravie de vous retrouver, pour ma part, pour la vidéo numéro 4 sur les bases du patchwork. Et j'aimerais commencer par vous poser une petite question. Est-ce que vous savez quelle est la différence entre patchwork et kilt? Parce que pour être tout à fait sincère, quand je me suis intéressée de plus près à ces techniques, il y a quelques années en arrière, quand j'habitais en Angleterre, pour moi, le mot patchwork désignait en français un ouvrage qu'on désignait en anglais comme un kilt. Et c'est pas tout à fait ça au final. Un patchwork, c'est un ouvrage dans lequel on a assemblé ensemble des morceaux de tissu. Un peu comme on peut voir là juste derrière moi. Donc, c'est un assemblage de tissu. Et c'est tout. Donc on peut avoir un patchwork de n'importe quoi. On peut avoir une robe en patchwork, une veste, je sais pas, une jupe. Et peut-être qu'il y aura, si c'est un vêtement, une doublure pour que ce soit plus confortable, de ne pas avoir la friction des coutures. Mais c'est tout. Le patchwork, c'est ça. Le kilt, quant à lui, c'est un ouvrage qui a 3 couches. Alors on verra plus tard que ça peut être plus. Mais de toute façon, à minima 3 couches, qui est un tissu du dessous, un tissu du dessus, et entre les deux, un molleton. Ça peut être autre chose, ça aussi, on le verra un peu plus tard dans la vidéo. Donc finalement, à partir de cette définition, on désigne généralement 3 grandes catégories de kilts. Les premiers kilts sont des kilts dont le dessus est constitué d'un patchwork, donc un assemblage de tissus. La deuxième catégorie, ce sont les kilts dont le dessus est composé d'appliqués. Un appliqué, c'est quand on a généralement un tissu du fond, et puis on vient poser dessus des tissus, des morceaux de tissu pour faire un motif. On verra ça un peu plus dans le détail tout à l'heure. Ça, c'est la deuxième catégorie. Et la troisième catégorie, c'est quand le tissu du dessus est uni. Il peut être blanc, il peut être de couleur, mais il est uni. Et là, c'est un travail de broderie qui va être fait. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller explorer un peu plus en détail ce que l'on peut trouver à l'intérieur de ces 3 grandes catégories. Et j'ai répertorié, on va dire, pour la vidéo d'aujourd'hui, 10 modèles, types de kilt pour faire cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Allez, on y va. Et je vous propose de commencer par les kilts traditionnels. Les kilts traditionnels ont généralement la particularité d'être construits sur la base d'une grille. Dans cette grille, on va trouver le même motif qui se répète dans différents coloris, parfois avec des inversions, et parfois aussi on va trouver des motifs différents, mais toujours avec cette notion de grille. Parfois la grille se voit très clairement, parfois parce qu'elle est vraiment séparée par des bandes de couleurs ou des bandes de toute façon qui font vraiment un contraste. Souvent aussi il y a des petits carrés qui marquent les coins de chaque angle de chaque bloc. Et puis d'autres fois les bandes sont beaucoup plus noyées, on va dire, dans le patchwork. Mais si on regarde bien, on a vraiment un modèle de grille. Dans la même veine que les kilts traditionnels, les kilts amish ont plusieurs spécificités. La première, c'est que encore aujourd'hui, la tradition est respectée, c'est-à-dire que les kilts sont construits, créés pour des événements comme les mariages et les naissances. Ils sont bâtis avec des motifs géométriques, ils contiennent assez peu de couleurs. Si vous voyez des images de kilts très colorés, et peut-être potentiellement moins géométriques, c'est que ce sont des kilts destinés à la vente à l'extérieur de la communauté. Ils choisissent des tissus solides, ils font les coutures à la machine à coudre non électrique, puisqu'ils n'ont pas d'électricité,
Et le quilting, le matelassage, est fait lui complètement à la main. Ça peut être une seule femme qui fait tout le kilt, mais aussi souvent le kilt est partagé entre plusieurs femmes selon leur spécialité. La première a peut-être un don particulier pour assortir les couleurs et le sens du détail, donc elle choisira les tissus, le motif, et puis elle confiera à une de ses amies qui a l'habitude de créer des kilts avec ce motif la création du patchwork. Souvent, elles feront l'assemblage des trois parties, les molletons, ensemble, et la partie quilting va être confiée à une autre amie. Et enfin, c'est parfois la première, celle qui a choisi les tissus et le modèle, qui va vérifier l'ensemble des détails de fin. Ce que je trouve intéressant, c'est que même à travers le temps, même à travers les différentes époques et la modernité, les kilts amish restent vraiment dans la tradition depuis leur origine. Alors vraiment, si vous n'avez pas beaucoup d'expérience en couture, pas beaucoup d'expérience en patchwork, voire pas du tout, et que vous avez envie d'essayer, eh bien, moi je vous conseille de démarrer par un rag kilt. Pourquoi? Parce que c'est facile, c'est fun, et franchement, le résultat, moi je l'adore. Qu'est-ce que ça a de particulier? Vous le voyez sur les photos. Au lieu de rentrer les coutures à l'intérieur, et donc quand on coud, de coudre les tissus endroit contre endroit, on les coud dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on les coud envers contre envers. Et on laisse les coutures apparentes. Et on laisse pas mal dépasser. Alors plus ou moins, on va pas faire non plus des bords qui vont faire 5 cm. Mais on laisse un peu dépasser. Et on fait des carrés ou des rectangles qu'on assemble ensemble de cette façon. Et donc, on a les coutures côté devant. Une fois qu'on a fait ça, on va couper les marges de couture. Et puis, on va brosser, laver et sécher si possible au sèche-linge. Et du coup, on va créer cet effet un peu effiloché, cet effet de frange. C'est complètement voulu. C'est un modèle de kilt qu'on pense dater des années 1700, à l'époque où les pionniers aux États-Unis avaient des petites maisons qui étaient très mal isolées, et les femmes des pionniers ont cherché des moyens de avoir plus chaud déjà, et puis d'essayer d'isoler un peu mieux les maisons. Et donc elles utilisaient tout ce qu'elles avaient comme chute de tissu, et puis comme vieux vêtements usés. Elles découpaient des carrés, des rectangles, et on n'a pas besoin d'être fort en couture, parce que même si nos intersections entre nos carrés ou nos rectangles sont pas superbes, c'est pas grave, ça va pas du tout se voir avec les franges. Moi, c'est un modèle que j'adore. Alors, c'est un kilt parce qu'il y a forcément aussi un molleton à l'intérieur ou de la flanelle. La flanelle, pour moi, c'est le tissu idéal parce qu'un rag kilt, ça doit être douillet, ça doit être doux, ça doit être cosy. Je vais dire cosy. Et donc, dans des pays, donc il y a 3 épaisseurs forcément, mais dans des pays très froids, on peut voir qu'ils peuvent mettre parfois 3 couches, par exemple, ou 4 couches de molleton ou de flanelle à l'intérieur, ce qui donne un peu plus d'épaisseur, mais aussi, évidemment, beaucoup plus de chaleur. En anglais, la traduction du mot crazy serait fou, insensé, confus, bizarre. Et les crazy kilts ont l'air, a priori, d'ouvrages un peu fous. En fait, chaque personne qui peut construire un crazy kilt a quelque chose en tête. Il y a quelques exemples de crazy kilt que j'ai fait et qui sont finalement assez simples, et des exemples de crazy kilt plus anciens aussi. Et en fait, l'avantage d'un crazy kilt, c'est qu'on laisse libre cours à toutes nos envies, toute notre créativité. On peut sortir de toutes les règles du patchwork complètement. On va utiliser des tissus différents. On peut utiliser de la soie, du satin, bien sûr des cotons, mais aussi des velours. On peut mixer même avec des tissus d'ameublement si ça nous amuse. Donc on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Et surtout aussi, la particularité des crazy quilting, c'est qu'ils sont brodés partout,
parfois, par moment. Donc si vous n'avez pas beaucoup d'expérience en couture, mais que vous avez des tonnes de chutes de tissu et que vous savez broder tout un tas de points fantaisie, franchement, amusez-vous. Ils sont plus fréquemment faits à la main qu'à la machine, mais on en voit aussi fait à la machine, même si je ne pense pas avoir d'exemple là, parce que je trouve que l'irrégularité potentielle des points à la main rajoute un charme fou à ces quilts que j'adore. Alors on change complètement de registre avec les quilts modernes. C'est très difficile de définir ce que c'est qu'un kilt moderne. Il existe une fédération aux États-Unis qui s'appelle la Guilde des Modern Kilts, qui a cherché à déterminer un petit peu quelles pourraient être les caractéristiques des kilts modernes. La difficulté, c'est que il y a certains et certaines quilteurs, quilteuses qui aimeraient qu'on définisse les caractéristiques, et puis d'autres qui ne veulent surtout pas, pour laisser complètement libre cours à leur créativité. Alors ce qu'ils ont cherché à déterminer, c'est une utilisation audacieuse des couleurs, un contraste élevé et des zones de couleurs graphiques, souvent des pièces improvisées, du minimalisme ou du maximalisme, des espaces négatifs expansifs, un travail en gris alterné, et une transformation des blocs traditionnels pour amener, par exemple, de la symétrie, de la couleur, d'autres échelles. Donc je trouve ça effectivement extrêmement difficile de déterminer les caractéristiques des quilts modernes. C'est un essai, pourquoi pas. Ce que je trouve, c'est que dans le kilt moderne, on a vraiment des couleurs généralement vibrantes. Ce qui prédomine, c'est plutôt ça, plutôt que la technique en fait. La technique passe plutôt en deuxième. Et quand on regarde le travail de quilting, alors s'il est fait à la main ou à la machine, évidemment, ça dépend. Mais le travail de quilting à la main des Amish, par exemple, est très différent du travail de quilting qu'on peut trouver dans les patchs modernes, dans les quilts modernes. Donc, je vous laisse apprécier. J'ai mis quelques exemples. Il y a beaucoup de diversité. Donc, vraiment, si vous avez envie d'en découvrir plus, regardez ce que vous trouvez comme photo. Il y a vraiment plein de choses très intéressantes. J'ai voulu consacrer un espace propre aux kilts afro-américains parce qu'ils ont vraiment pour moi une très grande particularité, à la fois dans la richesse culturelle, c'est-à-dire que les Noirs ont apporté d'Afrique leur culture du patchwork, qui est plutôt la technique de l'appliquer. On en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Et ils ont forcément intégré aussi les techniques de patchwork plus occidentales. Les patchwork afro-américains sont extrêmement porteurs de symbolique, de sens, de religion et d'histoire. Ils racontent l'histoire de ce peuple qui a été déraciné, et il y a une légende qui dit que un refuge clandestin qu'on pouvait trouver le long du chemin de fer était souvent indiqué par un kilt qui était suspendu à une corde à linge ou au rebord d'une fenêtre. Et ces kilts étaient dotés de codes afin qu'en lisant les formes et les motifs cousus dedans, un esclave en fuite puisse reconnaître les dangers immédiats ou savoir où se diriger ensuite. Et par exemple, un nœud papillon indiquait de se déguiser pour chercher à paraître d'un statut supérieur. Une patte d'ours signifiait suivre la piste d'animaux à travers les montagnes pour pouvoir trouver de l'eau et de la nourriture. Le log cabin montrait qu'il pouvait trouver un abri près de là où se trouvait le kilt. Et donc, il y a toute cette symbolique, mais il y a aussi toute leur histoire qui est racontée à travers ces patchworks. Et j'ai eu la chance de discuter l'année dernière au Carrefour européen du patchwork avec 2 artistes quilteuses afro-américaines. Et c'était vraiment passionnant parce que c'est
leur histoire et c'est aussi leur quotidien d'aujourd'hui. Comme son nom l'indique, la technique de l'appliqué consiste à découper des formes dans du tissu, puis à les coudre sur un tissu de support pour créer un motif global. Contrairement au patchwork, l'appliqué permet au créateur de créer des motifs naturalistes plutôt que simplement géométriques. Et de ce fait, l'appliqué peut représenter des fleurs, des animaux, des personnes, des bâtiments ou tout autre élément figuratif. En fait, la technique de l'appliqué ouvre sur d'infinies possibilités et la personne qui crée son kilt peut vraiment raconter des histoires, exprimer des idées ou simplement créer de jolis motifs qui ne seraient pas possibles de créer avec le patchwork, la méthode du piécé, voire même d'autres méthodes de fabrication de kilt. Et pour faire le lien avec ce que l'on vient de voir sur les kilts afro-américains, à l'origine, les kilts africains sont des kilts en appliqué. Alors, traditionnellement, les créateurs utilisaient la couture à la main pour appliquer des morceaux de tissu sur la base. Et on utilisait souvent ce qu'on appelle le point invisible. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de nombreux quilteurs et quilteuses utilisent la machine à coudre en utilisant des points comme le zigzag ou des points de broderie, de points de feston, des choses comme ça, ce qui fait que les coutures deviennent visibles et ça fait maintenant souvent partie de l'art de l'appliqué, d'ajouter un peu comme dans le crazy quilting, ces coutures apparentes. Alors les quilts artistiques sont vraiment une catégorie à part. C'est même une catégorie qu'il est parfois un peu difficile de définir parce qu'elle regroupe de nombreux types finalement de quilts modernes. Mais je dirais que peut-être le point commun à tous ces ouvrages artistiques, c'est que on s'écarte complètement de l'utilisation de blocs traditionnels ou de motifs traditionnels au patchwork et on va plutôt chercher à être dans la représentation, design d'un paysage de fleurs, d'un paysage urbain ou bucolique. Et donc, il y a plusieurs techniques qui sont regroupées derrière les quilts artistiques. Par exemple, il y a la technique du collage. En fait, on a par exemple un dessin où on crée un dessin et on va découper des petits morceaux de tissu de façon complètement aléatoire, sans aucune règle définie, et on va les assembler ensemble, les coller sur un tissu de base pour représenter ce dessin que l'on veut, par exemple, ou ce paysage. Et ensuite, on va recouvrir soit d'un tulle très fin, soit on va matelassser. Donc, on colle d'abord les tissus, les petits bouts de tissu, et ensuite, à la fin, on fait ce matelassage. Il y a ces quilts artistiques qui sont plus des portraits, et je vous ai mis quelques exemples de photos parce que là aussi, on utilise évidemment des morceaux de tissu, mais là, la coupe, elle est définie à l'avance, et c'est même presque plus pour moi du matelassage après, c'est plus presque de la broderie, généralement complètement fait à la machine. Et puis ensuite, il y a aussi des artistes qui vont peindre leur propre tissu, donc ils vont peindre sur le tissu le paysage par exemple qu'ils veulent représenter et qui vont plus ou moins partiellement le recouvrir de petits bouts de tissu, qui vont potentiellement ajouter de la broderie. Donc en fait c'est vraiment une très très grande liberté et un très très grand panel qu'on peut trouver dans les quilts artistiques. Les wall cloth quilts sont vraiment très particuliers puisqu'ils sont constitués sur le dessus d'un tissu entier et uni. Donc pas de patchwork, pas d'appliqué, pas d'autres techniques, simplement un tissu uni. Et l'objectif historiquement
de créer ce type de kilt était de montrer les compétences de couture des créateurs ou des créatrices. Dans le temps, les dessus de ces courtes pointes étaient en laine ou en coton, et généralement le dos était en lin. Aujourd'hui, on les trouve aussi essentiellement en coton, mais on peut les avoir avec des tissus un petit peu plus brillants aussi. Et en fait, tout le travail est un travail de dessin quilté, matelassé, qui vont tenir les trois épaisseurs ensemble. C'est aussi un travail qui peut être extrêmement artistique. Les quilts traputo sont clairement une dérivation des quilts qu'on vient de voir, les wall cloth quilts, puisque eux aussi, ils se font sur un tissu du dessus totalement uni, et c'est aussi un travail de broderie. La différence, et parfois on les confond, c'est que dans le traputo, on s'est inspiré du buttis français, clairement, pour, vous savez, le buttis, c'est quand on brode et que on a des passages dans notre broderie où on va intégrer soit de la ouate, soit du molleton, soit des mèches de coton, de façon à avoir un rembourrage particulier à certains endroits. Le traputo, c'est exactement ça, sauf que dans cette technique, c'est du molleton qu'on va doubler ou tripler à certains endroits, de façon à faire ressortir le motif. Là aussi, l'objectif était de mettre en valeur le travail de la brodeuse ou du brodeur. Eh bien, j'espère que ce petit tour d'horizon vous aura bien plu et que vous aurez peut-être même appris des choses. Et on se retrouve évidemment, je l'espère bien, la semaine prochaine pour la vidéo numéro 5. Et puis là, on approfondira, je pense, certaines techniques. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un petit pouce j'aime. Pensez à vous abonner, vraiment, si ce n'est pas encore fait. C'est ce qui peut aider vraiment le plus la chaîne à se développer. Si vous avez envie de m'aider à développer Amagriffe Art, évidemment, postez vos messages et vos questions dans les commentaires. Et puis, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Bye bye.